Bonjour, ici Ricky Martel. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Il a été 3 fois champion par équipe à la WWF, champion du monde de la AWA et champion du monde télévision de la WCW. Né sous le nom de Richard Vigneault, son personnage a marqué les époques avec nous, celui qu'on appelle le modèle, Rick Martel. Bonjour Rick, ça va bien? Oui, très bien, merci Gabriel. Toi, ça va? Ça va très bien, merci, oui. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment Ricky Martel commence dans le monde de la lutte. J'avais un frère qui est décédé en 78, justement après un combat de lutte. Il avait seulement 34 ans. Alors, c'est lui, étant tout jeune, j'étais un amateur de lutte vers la fin des années 60. Alors, je me souviens, j'allais le voir lutter, puis j'ai tout de suite eu la piqûre, comme on dit. Alors, je voulais devenir lutteur professionnel. Je faisais de la lutte gréco-romaine, de la lutte olympique, à Palais National à Montréal, puis ici à Québec. Finalement, en 1973, un moment donné, un lutteur en Nouvelle-Écosse s'était blessé, puis il y avait besoin d'un lutteur en dedans de 24 heures, puis mon frère a suggéré son petit frère. Alors, il m'a appelé, puis il m'a dit, regarde, Rick, il dit, tu prends l'avion dimanche matin, il dit, tu commences ta carrière. Je dis, wow! fait que je suis allé à Halifax le dimanche, puis j'ai commencé ma carrière à l'âge de 17 ans. Votre base en lutte amateur, j'imagine, vous a donné un bon coup de main pour vos débuts en lutte professionnelle? Ah, définitif. Beaucoup. Surtout au début des années 70, 73, on avait beaucoup besoin de ça, la lutte gréco-romaine, puis le style était différent. Aujourd'hui, c'est surtout beaucoup plus axé sur le spectaculaire, là. Les manœuvres de vol, des choses comme ça. Alors, mais dans ce temps-là, c'est sûr que c'était très, très important. Stuart, qui est un nom qui est fort connu et réputé dans le monde de la lutte, est-ce lui qui vous a aidé à vous propulser vers d'autres niveaux? Oui, c'est sûr, ça a été un des promoteurs pour qui j'ai lutté dans les premières années. Mais c'est surtout les promoteurs du New Brunswick, là, qui étaient 5 frères, dont un des frères, c'est Léo Burke, qui a eu un moment ici au Québec. C'était 5 frères, puis c'est eux qui m'ont commencé, puis c'est eux qui m'ont donné une confiance en moi, puis le promoteur s'appelait Rudy Key à ce moment-là. Il m'a pris sous son aile comme son protégé. Il venait à l'arène avec moi. Je commençais dans l'arène. Il a vu le potentiel en moi. Puis c'est eux là qui m'ont réellement débuté sur la bonne voie, là. L'American Wrestling Association, la AWA, a été une grosse partie de votre carrière. Vous avez entre autres gagné la ceinture de champion du monde lors de votre premier passage. Quel souvenir gardez-vous de ce premier passage à la AWA? Ah, c'était un temps extraordinaire pour moi. C'était je dirais le plus beau moment de ma carrière, c'est sûr, parce que gagner un championnat du monde et à ce moment-là, la AWA était dans les 2 majeurs, les 3 majeurs. Il y avait la NWA, la AWA et WWF à ce moment-là. On se souvient que moi, j'étais colocataire avec Hulk Hogan un an avant que j'aie la ceinture. Puis je me souviens, Hulk avait donné beaucoup de crédibilité à la ceinture de la AWA. Quand j'ai gagné, c'est contre un Japonais, Jumbo Tsuruta, qui était une des grosses vedettes au Japon. Alors, puis je me souviens, ma première apparition au Japon en tant que champion du monde, ça avait été une expérience assez spéciale. À l'aéroport, il y avait tous les journalistes, puis les photographes, puis tout. Puis c'était quelque chose là que je vivais, puis que j'appréciais beaucoup. En 1980, vous débutez à la WWF, qui allait devenir avec le temps la plus grosse fédération de lutte au monde. Qu'est-ce que ça représentait pour vous à l'époque? Ah ben c'est sûr, encore une fois, c'était premièrement Vince McMahon Senior qui était à la tête à ce moment-là. Vince McMahon Junior à ce moment-là était annonceur, commentateur, je devrais dire. Ça a été Vince McMahon Senior a été sans doute
un des meilleurs promoteurs pour qui j'ai lutté. C'était un homme de classe, puis un homme avec une parole, puis c'était à ce moment-là sur la côte. C'était la plus grosse promotion. Là. Puis ça a été une belle expérience pour moi. C'est là que j'ai fait équipe avec Tony Gurria, qui est encore un de mes amis, il vient de me visiter chez moi l'été parfois. Puis ça a été une belle expérience, ça a été un bon tremplin pour moi aussi. Et vous avez gagné en plus avec lui la ceinture par équipe de la WWF? Oui, à deux reprises, c'est ça. Puis c'est sûr que moi, à ce moment-là, Tony, en plus, il venait de la Nouvelle-Zélande, puis moi, j'avais lutté en Nouvelle-Zélande, j'avais lutté justement contre son frère, et je le connaissais, je connaissais la Nouvelle-Zélande. C'est ça qui nous a rapprochés assez rapidement. On a eu comme un lien ensemble. Puis on a voyagé ensuite ensemble par après. Puis mon frère était décédé, il venait de décéder en 78. Alors ça a été comme je dirais pas remplacer, mais ça a été comme un genre de frère pour moi, Tony. On était très proches. En 1982, vous retournez à la AWA. Tout simplement pourquoi? Moi, à ce moment-là, j'avais lutté, moi, à Hawaii contre Nick Bockwinkel en 1978. J'avais eu 2 combats contre lui. Puis ça avait été très, très bien. La foule, on a eu des excellentes foules. Puis aussi, on sentait là, qu'il y avait une bonne chimie entre nous. Là. Et alors, c'est lui qui m'a contacté. À ce moment-là, j'étais à WWF. Et c'est la AWA qui m'a contacté, m'a demandé si ça m'intéressait d'aller lutter là. Puis je suis allé, puis je savais que Hulk était là à ce moment-là. Puis j'ai décidé de m'essayer. En 1986, vous retournez à la WWF et vous formez avec Tom Zenk la Can-Am Connection. Comment expliquez-vous être devenu l'équipe favorite de la WWF aussi rapidement? Ben, c'est sûr qu'avec Tom, on avait un peu le même look, puis on avait un style assez différent à l'époque. On avait travaillé fort à mettre ça sur point, puis réellement, là, puis aussi il y avait au point de vue marketing, parce que c'était le début pour la lutte du marketing, parce qu'il n'en faisait pas avant comme on dit en anglais, le merchandise, là, les genres de petites figurines, puis les gilets. Puis, là, ils commençaient là, à être axés beaucoup là-dessus. Puis nous, Can-Am, on représentait le Canada, puis les États-Unis ensemble. Puis il y avait quelque chose qui allumait Vince Junior, là, puis Vince McMahon. Alors, on a eu une montée assez fulgurante. Puis malheureusement, Tom Zenk, il pensait là, que ça allait être facile, mais c'est sûr que c'est toujours plus difficile qu'on le pense. Puis il pouvait pas continuer. Là, il n'y avait pas le courage de faire ce qui était les efforts nécessaires là, pour continuer. Là. Donc vous vous êtes chicané. Oui, parce qu'à un moment donné. Moi, je me souviens, c'est moi, je l'ai vu commencer dans sa carrière, puis c'est moi qui l'ai pris de Minnesota, je l'ai envoyé en Oregon, je l'ai ramené ici au Québec à part de ça pour la lutte internationale. Après ça, c'est moi qui l'ai rentré à WWF, même que je l'ai envoyé au Japon et avec moi aussi. J'avais tout fait pour lui, puis finalement, quand on commence avec la WWF, on a un excellent succès, puis je vois que Vince nous voit dans sa soupe. Puis lui, il voulait avoir tout rapidement. Il voulait avoir tout vite. Puis j'ai dit, écoute, regarde, ça va venir, on s'en va là. Puis je savais qu'en cours de ligne, les matchs de championnat viendraient, puis tout, mais lui, il voulait tout avoir rapide. Alors j'ai dit, j'écoute bien, là, j'ai le problème, là, c'est pas Vince, là, c'est toi le problème. Je t'en viens avec une grosse tête, là, puis tu te prends pour un autre, puis non, moi, une attitude de même, là, je n'étais pas capable de vivre avec ça, de travailler avec ça. Moi, j'ai été élevé la manière, quand tu veux quelque chose, tu travailles pour ça, puis ça s'est pas servi sur
sur un plateau. Si tu le veux, tu le prends, puis tu travailles pour. Puis alors c'est ça, on en avait complètement deux différentes attitudes, puis c'est ça qui fait. Alors quand ça a été remplacé avec Tito Santana, c'était wow, Tito était comme moi, autrement dit. Lui, là, il y avait une éthique de travail formidable, puis ça a été jour et nuit. Donc, je dois comprendre qu'avec la Strike Force, ça a été une expérience un petit peu plus formidable pour vous? Ah oui. Ah, Tito, c'était un gentleman, puis c'était là, c'est pas qui fait quoi, là, c'est, Gab, on rentre dans l'arène, puis ce qui est important, c'est qu'on en donne plein la vue au public, aux fans, puis on pensait dans la même lignée pour ça. En 1989, c'est la naissance d'un monstre, celui du modèle, un personnage méprisé par plusieurs, un des méchants de la WWF que les gens se rappelleront pour toujours. Comment est né ce personnage et d'où vient l'idée du modèle? Ben, l'idée du modèle, premièrement, de changer de bord. C'est peut-être 15 ans que j'étais dans la lutte professionnelle, comme on dit dans nos termes, babyface. Et moi, je voulais toujours être un heel à un moment donné, un méchant, là, un heel. Puis mon frère était méchant. Puis moi, quand j'ai commencé ma carrière, je voyageais avec les méchants. Puis j'ai toujours été attiré par ce groupe de gens-là, tu sais. Parce que dans les babyface, des fois, c'est sûr on avait beaucoup de prima donna, les gens qui se prennent pour d'autres, puis ça n'a jamais été mon je voulais expérimenter ça, puis finalement, je suis allé voir Vince, puis j'y ai parlé de ça. Puis lui, au début, il ne croyait pas, ah, non, ça fonctionnera pas, les gens sont trop habitués à toi, tel que tu es, tout ça. Fait que finalement, j'ai dit, si je le fais pas ici, je vais le faire ailleurs, puis j'ai donné ma démission, puis finalement, 2 semaines plus tard, c'est Vince qui me rappelle chez moi, puis il dit, OK, Rick, regarde, Vince, la WWF n'a pas besoin de Rick Martel, puis Rick Martel n'a pas besoin de la WWF. Alors, puis partons de là, puis on va trouver une solution à ce que tu veux. Puis finalement, on l'a trouvé, puis on l'a essayé, puis ça a été tout de suite, justement, le premier qui me dit, en sortant de l'arène, quand j'ai fait l'affaire à WrestleMania, que j'ai viré contre Tito, le premier qui me dit, hey Rick, il dit, ça va fonctionner, je suis certain, c'est Hulk. C'est le premier que j'ai vu en rentrant dans la chambre, puis fait que j'ai eu un bon feeling tout de suite en partant. Puis le nom de model, c'est Vince et J.J. Dillon qui l'ont trouvé, parce que j'étais un gars qui aimait toujours être bien habillé, puis tout ça, puis fait qu'ils m'ont donné ce nom-là, puis là, j'étais là de model, mon première impression, c'était qu'est-ce que je vais faire avec ça, tu sais, là, j'ai appelé mon épouse ce soir-là, puis j'ai dit ça, c'est le nom qu'ils veulent me donner, puis tout ça. Elle dit, si ce serait toi, elle dit, je me contenterais de ça aurait pu être pire, parce qu'il aurait pu t'appeler comme Bulldog, ou des affaires de même, puis emmener un chien sur la route, ou s'il y avait à ce moment-là, un lutteur qui avait été le coq, là, le rooster, puis lui, il fallait qu'il y ait une ligne rouge à la tête, puis elle dit, ça aurait pu être pire, elle dit, c'est vrai, c'est un bon point, fait que je me suis concentré à trouver quelque chose, puis on a fait toutes les idées que j'avais, Vince était à 100% en arrière de moi, puis les promenades là, qu'on faisait avec la mode là, dans le milieu de l'arène, puis tout ça. J'ai développé le personnage, puis ça a été bien. J'étais bien content du résultat. Qu'est-ce que vous avez préféré? Est-ce que vous avez préféré être le méchant ou être le bon dans votre carrière? J'ai aimé les deux, parce que les deux étaient bien. C'est juste que après 15 ans, j'étais prêt pour un autre défi. Parce que j'ai bien aimé être babyface, là. J'ai bien aimé ça. Ça me donnait une chance de montrer mes différentes prouesses athlétiques puis tout ça, puis j'ai bien aimé ça. Mais par contre, l'autre côté, je pouvais être plus créatif, puis j'étais rendu là. Je voulais mordre là-dedans, puis avoir un autre défi. Puis ça m'a attiré beaucoup. Ça m'a permis de terminer ma carrière sur une bonne note, là. Jake the Snake Roberts, qui a été immortalisé dernièrement à la WWE, en étant inclus dans le Hall of Fame. Parlez-moi de la belle rivalité sur le ring que vous aviez eue avec Jake the Snake Roberts.
Oui, lui, ça a été réellement une belle... on a lutté un contre l'autre pendant, je crois, presque 3 mois de temps, puis c'était une belle rivalité. J'ai bien apprécié parce que c'est un professionnel jusqu'au bout des doigts, puis Jake avait beaucoup de charisme, alors c'était... lutter contre lui, là, on avait réellement des matchs, on avait une chimie entre nous là, qui était assez spéciale. Puis finalement, pour le match là, à WrestleMania, où on avait mis un genre de... c'était qu'on voyait pas à travers, là, une capine, ou je sais pas comment on dit ça en français, là, puis c'était un combat assez spécial. Moi, je me disais, quand on voit pas à travers ça, on va avoir de la misère à voir. Puis lui, il l'avait déjà essayé avant, ce combat-là. Puis il luttait avec ça sur la tête. Là, puis j'ai dit, moi, j'aimerais au moins l'essayer une fois. On l'avait essayé à West Palm Beach. Puis ça avait été... Ça avait bien été. Fait que, parce que c'est pas évident, parce que quand on lutte à WrestleMania, c'est du live, hein, c'est pay-per-view, puis ça se passe. Alors, il faut pas que tu manques ton coup, là, puis mais j'avais bien aimé ça. Puis on a eu un bon résultat, les fans avaient répondu à 100% là-dessus, puis le résultat était bien le fun à voir. Dans cette rivalité-là, qu'est-ce qui avait un peu mis le feu aux poudres? C'est Rick Martel qui avait dit que Damien était comme un genre de sacoche. C'était un morceau de vêtement, plus quelque chose de luxueux qu'un animal. Oui. Il y a eu également la rivalité avec Tatanka, où vous aviez volé la pub de Tatanka. Oui, ben Tatanka, c'est sûr, lui, c'était... plus tard, j'avais eu... si vous vous souvenez, le parfum que j'avais trouvé, Arrogance, c'était... c'était une idée qui m'était venue, puis on a fait beaucoup de mélange avec ça. Les gens aimaient bien ça. Puis je m'en ai servi justement contre Jake. C'est là qu'on a commencé notre rivalité à cause de ça. Puis avec Tatanka, je me disais, je veux pas répéter la même chose. À un moment donné, alors je m'étais dit, au lieu de le faire avec le parfum, je vais lui voler un morceau de linge, puis moi, à cause que j'étais dans la mode, j'ai dit, je vais jouer avec ça. Puis finalement, ça avait touché quelque chose de spécial, lui, parce que, lui, c'est sûr que ça lui voler ses plumes, c'était quelque chose de très personnel. Fait qu'on a pu développer quelque chose à partir de là. Cette semaine, après avoir été intronisé au Hall of Fame de la WWE et avoir participé à Raw, l'ancien lutteur Ultimate Warrior qui est décédé, quel souvenir gardez-vous du Warrior? Que représentait-il pour vous? J'ai lutté contre lui à une couple de reprises. Mais j'ai aussi voyagé avec lui en auto, moi et lui ensemble. Là, on allait... on s'est entraîné pas ensemble dans le gymnase, mais déjà en même temps dans le gymnase, parce que lui avait ses propres méthodes, j'avais les miennes. Mais c'est un gars que je respectais beaucoup. C'est sûr que c'était, comme on dit, un loner. Il aimait beaucoup être seul, puis tout ça. Mais moi, c'est un gars que j'avais du respect pour lui, parce que il travaillait fort. C'est un gars discipliné, incroyable. Sa diète, là, c'était... là. Puis moi, j'étais assez discipliné aussi, là, mais quand je le voyais, lui, là, la manière que tout était à tous les 2h30, tant de protéines, tant d'hydrates, tout ça. Puis c'est pas facile, ça, faire ça quand on voyage. Je dis pas que c'est facile quand on le fait à la maison puis qu'on n'a pas à voyager, mais sur la route, là, en avion, puis dans un restaurant, là, je vais vous dire que c'est tout un défi de faire ça, là. Alors, puis lui... j'ai appris beaucoup de lui là-dessus aussi. C'est un gars très, très, très impressionnant là-dessus. Même que j'ai une petite anecdote. À un moment donné, on est dans l'avion, puis lui est quelques sièges en avant de moi. Puis là, je le vois sortir de son petit sac des Oreos, des petits biscuits Oreos. Puis là, je me dis, tiens, il a craqué, il va manger des biscuits Oreos. Puis à ma stupéfaction, il prend le biscuit, puis il l'égrène, puis il le sent. il sentait l'odeur du biscuit, puis
Puis après ça, il jette le biscuit. J'ai dit, wow, j'ai dit ça, là. C'est rendu assez poussé, là. Lui, il a seulement à sentir le biscuit, ça lui donnait une satisfaction. Puis ça, j'ai dit, ouais, c'est assez poussé, ça. Fait que, non, mais c'est un gars intense aussi. Dans l'arène, son style de lutteur, là, était très, très, très intense. C'était, tu sais, le niveau, là, était à 100%. Tu sais, dans la planche là, à 100%. Alors, puis c'est malheureux. Écoute, 54 ans, c'est trop jeune, beaucoup trop jeune pour décéder. Puis, mais il a marqué la lutte, c'est sûr, parce qu'après le départ de Hulk Hogan, c'est sûr qu'il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Je dis pas qu'il l'a remplacé, mais il a fait un très beau travail. Ensuite, il y a eu la WCW qui a été marquée beaucoup par les blessures, également le rôle d'entraîneur. Que retenez-vous de l'expérience de la WCW? Ah ben, ça a été une belle expérience parce que premièrement, c'était toute une autre organisation que WWE, à ce moment-là, WWF. Puis, c'était excitant. Il y avait une World Order, puis il y avait toute cette différence-là. On avait une belle énergie là-dedans. Puis, Eric Bischoff, c'était quelqu'un que je connais des journées quand j'étais dans AWA. Puis en passant, c'était mon plus gros contrat que j'ai eu de ma carrière. Fait que ça a été assez extraordinaire. C'était toute une organisation. Mais là, à ce moment-là, j'avais 42 ans. Ça faisait 25 ans que j'étais dans le domaine de la lutte. Puis je sentais que mon corps là, commençait à être fatigué, là, tu sais. Puis lutter. J'ai eu comme 3 blessures majeures en 6 mois, là. Alors, je m'étais dit, bon, après la 3e blessure, à l'instant même que ça s'est passé, là, je me suis dit, c'est assez, là, je comprends le message, puis je pousserai pas plus parce que avant qu'il m'arrive de quoi, là, de réellement de majeur, là, j'ai dit, je vais arrêter. Alors, j'ai arrêté le 13 juillet, ma carrière a pris fin le 13 juillet 1998 à Las Vegas. Ça a été là mon dernier combat. Puis, j'ai jamais remis les bottes de lutte après. On enlève, exemple, les blessures. Est-ce que Rick Martel aurait continué sa carrière dans le monde de la lutte? Oui, certainement. Oui, écoutez, j'ai une passion pour ça. C'est sûr que ça a été difficile d'arrêter hein, parce qu'on veut toujours continuer. Puis, même que j'étais plusieurs années à même pas regarder la lutte parce que je sentais le feu en dedans encore. Là, puis, mais là, je me suis dit pour le bien physiquement, j'ai dit j'avais pas le choix de le faire. Selon Rick Martel, son plus beau moment en carrière serait? Ah, c'est sûr que gagner la ceinture de la mondiale de la AWA au mois de mai 1984, ça a été le plus gros moment de ma carrière. Mais aussi, je dis pas que c'est un moment spécifique, là. Je pense que c'est surtout une période d'être le témoin, parce que moi j'ai commencé en 73. Alors, Gabriel, je veux dire que la manière que la lutte était en 1973 à jusqu'à 98, il y a eu un changement incroyable dans ce domaine-là. Puis dans les années 80, de faire partie de cette équipe que je pourrais dire on voyait là, le changement qui se passait dans la lutte avec la WWF, surtout comme avec WrestleMania 3, 93 000 personnes à Détroit, là, le Pontiac, Michigan, que c'est moi et Tom Zink qui a ouvert la carte là, à ce moment-là. C'était pas mal excitant de voir ça. Là. On voyait là, que la lutte allait prendre un envol là, assez important, puis le changement, puis on allait lutter à travers le monde entier, puis c'était plein partout, que ce soit en Angleterre, partout en Europe, en Asie, c'était assez excitant de faire partie de ça. Puis, alors, c'était une belle époque. Réellement, j'ai eu une belle carrière. J'ai rencontré beaucoup de gens intéressants. Puis, c'est formidable. Je suis bien heureux de ce qui s'est passé.
Je vous écoute parler, puis je me dis que si Rick Martel avait un conseil à donner à un jeune, ou peu importe quelqu'un dans la vie, ça serait « Vivez vos passions ». Ah, définitif. Définitif, c'est important. Puis, passion, c'est important, mais aussi l'éthique de travail est aussi importante parce que les choses ne nous arrivent pas sur nos genoux à rien faire. Hein. C'est de travailler fort. Puis, parce que des fois, encore une ou deux fois par année, des fois, je vais à des fan festivals qui appellent. Je m'en vais à une à New York au mois de juin, là, à New Jersey. Puis des fois, les jeunes lutteurs viennent me voir, me demandent des conseils. Puis j'ai dit, c'est sûr que le meilleur conseil que je peux donner, c'est va au gymnase, puis entraîne-toi, puis fais ce qu'il y a à faire, puis ça, c'est premièrement, la première chose qu'il y a à faire, puis deuxièmement, de ne pas lâcher. C'est sûr que des fois, les choses ne tournent pas toujours comme on le veut, mais de continuer, de persévérer. Puis à un moment donné, les choses se passent. Je sais que c'est plus difficile maintenant parce que, contrairement à les années 70, il n'y a plus de... Avant, c'était des territoires régional, hein, c'était plus facile. Maintenant, il y a deux organisations. Alors, c'est pas facile de se démarquer en partant. Là, fait que le défi est plus gros, je pourrais dire. Mais tout de même, c'est sûr que ce soit dans n'importe quoi dans la vie, quand on a une passion, il faut la suivre. Je vous offre les derniers mots de cette entrevue pour vos fans. Ah, premièrement, c'est certain que je dois commencer en disant merci. Puis, c'est sûr que les fans, c'est une partie très, très importante parce que c'est eux qui nous donnent l'adrénaline de faire les choses dans l'arène. Et des fois, c'est sûr que ça peut être très douloureux. On est dans des positions qu'on a mal ici et là. Puis, mais quand on entend les fans crier, puis nous supporter, c'est sûr que ça nous transporte. Puis aussi, si j'ai quelque chose à dire en finissant, c'est je voulais parler du livre, du magnifique livre qui a été fait là, par Patrick Laprade et Bertrand Hébert. C'est un livre là, pour les fans et même moi qui étais lutteur, là, j'ai dévoré ce livre-là. C'était parce que étant jeune, écoute, j'étais un fan de lutte aussi. J'étais un fan de lutte. Puis je trouve ça tellement intéressant parce que le travail qu'ils ont fait avec ce livre-là, la prochaine, si Dieu le veut, c'est un livre pour un amateur de lutte ici, on a toute l'histoire là, de A à Z. Là. C'est réellement intéressant. Puis ils ont fait du travail de moine. Là. Ils ont fait des recherches pendant plusieurs années. Puis en tout cas, je suis bien fier de faire partie de ce livre-là, d'être dans ce livre-là, parce que c'est une belle pour les Québécois, parce qu'on sait que la lutte, si on revient plusieurs années, dans les années 50, puis ça, avec la télévision qui commençait, il y avait les ploufs, le hockey, la soirée du hockey et la lutte, c'était les plus gros programmes qui avaient la plus grosse cote d'écoute, puis moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'allais dans les régions, puis partout, c'était assez impressionnant comme réponse des gens. Puis, fait que je pense que là, justement, en passant, je veux le dire que je vais être au Salon du Livre ici à Québec, là, au Centre des Congrès, avec les auteurs de ce livre-là, Patrick et Bertrand. Alors, j'aimerais ça que si les fans veulent venir me rencontrer, faire signer leur livre ou autre chose, ça va me faire plaisir de voir et de discuter avec eux, d'échanger. Oui, on va donner les dates. Vendredi 11 avril au kiosque 230, c'est de 19h à 20h30 pour la séance de signature. Également le samedi 12 avril au Salon du Livre de Québec, toujours kiosque 230, 10h à 11h30 pour la séance de signature avec votre hôte, Rick Martel. Merci Gabriel pour l'entrevue. J'ai bien apprécié ce moment-là, passer à parler de ma carrière. C'est toujours des beaux souvenirs que j'aime bien parler. Alors,
Encore une fois, je te remercie. Ben, ça a été un honneur pour moi et on va sûrement se croiser au Salon du Livre parce que, en principe, samedi, je devrais aller faire mon petit tour. Ah, bon, ben très bien. J'ai bien hâte de te serrer la main. Ben, moi aussi. C'est bien ça. Bye-bye, Gabriel. Donc voilà, c'était Richard Vigneault, que vous connaissez tous sous le nom de la légende de la lutte, Rick the Model Martel.